Qu'est-ce qu'un CEO attend vraiment de son OBM? Gros sujet du moment en plus. Ça fait un moment qu'on voulait faire cet épisode et on a bien fait d'attendre parce que finalement on a pris le temps de réfléchir un peu à différents points qui nécessitent d'être partagés. On refait quoi? On refait un peu l'histoire de cet épisode pour faire une bonne intro, savoir Ouais, comment on en est arrivé là. c'est ça, donner un peu de contexte. T'y vas ou j'y vais? Vas-y. Bon, pour vous donner un petit peu de contexte, ça fait maintenant 10 mois qu'on met en relation des CEO et des OBM. On discute de plus en plus avec des CEO qui recherchent leur bras droit pour les accompagner dans leur croissance. Et donc, ça fait 10 mois que, au fil de nos échanges, que ce soit lors de calls, lors d'échanges par DM sur Instagram ou les autres plateformes, on se rend compte qu'il y a un vrai décalage entre ce qu'attendent les CEO de leur bras droit et ce que les aspirantes OBM pensent que les CEO attendent d'elles, comme compétences par exemple. Donc voilà, c'est ce qui nous a inspiré ce podcast. Et on va vous faire Voilà, on s'est amusé un petit peu à lister les 7 grandes choses qui reviennent systématiquement lors de tous nos échanges avec ces CEO en recherche de leur bras droit. Ouais. Et les 7 choses dont personne ne parle, parce que c'est ça qui est Ouais. intéressant, puisque bah, moi, j'ai vraiment les deux sons de cloche. Et c'est pour ça qu'on en discute beaucoup. Parce que dans notre business, c'est moi qui fais les calls, les appels avec des CEO qui recherchent le plus souvent. Donc toi, tu peux discuter avec eux sur les réseaux, mais après, je discute avec eux, on s'appelle et puis on approfondit un petit peu leurs besoins. Et de l'autre côté, pour les personnes qui veulent rejoindre notre programme, ils passent également par moi. Et donc, ils ont souvent pas mal de questions, pas mal d'interrogations sur notamment ce que les CEO attendent et recherchent. Et ils ont pas mal également du coup de fausses croyances sur le sujet. Et ce décalage, on le voit de plus en plus. Et il y a plein de raisons qui expliquent ça. Et peut-être avant qu'on rentre dans le sujet, notamment, c'est que je pense qu'il y a encore pas mal de confusion. Et notamment parmi celles et ceux qui veulent devenir OBM ou même qui sont déjà OBM, il y a pas mal de confusion sur qui a vraiment besoin d'un ou d'une OBM. Et ça, on le voit tout le temps. Et si vous adressez pas aux bonnes personnes, au bon profil d'entrepreneur, eh bien derrière, en fait, c'est normal que les attentes du chef d'entreprise soient pas les mêmes, en fait. Et c'est là que je pense qu'il y a une grosse confusion. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler dans un autre épisode. Qui a vraiment besoin d'un ou d'une OBM? On dit ça à chaque épisode, Ouais, mais bon, ça nous permet de trouver des thématiques. en même temps qu'on tourne les épisodes, on brainstorm pour les épisodes futurs, donc c'est pratique. Mais donc là, vraiment, l'idée, c'est de vraiment vous partager, nous, de notre point de vue, de par toutes les conversations qu'on peut avoir avec des chefs d'entreprise, ce qu'ils attendent vraiment de vous, c'est-à-dire vous qui nous écoutez. Si vous nous écoutez, c'est-à-dire que vous êtes intéressé par le rôle d'OBM ou que vous l'êtes déjà. Donc, je pense que ça vaut le coup de rester dans le coin et d'avoir notre avis sur le sujet. Après, ça reste notre avis, mais qui est quand même issu avec le temps, quand même, de plusieurs dizaines, voire quelques centaines de conversations avec des chefs d'entreprise. Peut-être qu'on peut aller pour teaser un petit peu, lister ces 7 choses, ces 7 compétences au final, aptitudes, on va appeler ça comme ça, que les chefs d'entreprise, les CEO recherchent et attendent de leur OBM. C'est ça. Ce qui va être intéressant, c'est que vous allez le voir, je vais vous lister là les 7, c'est qu'on est plus axé sur des soft skills plutôt que sur des hard skills. Et ça, c'est vrai que on l'observe beaucoup du côté des aspirantes OBM ou des OBM. Elles se concentrent, il ou elle se concentre de façon générale beaucoup plus sur les hard skills, alors que comme on va le voir dans cet épisode, ce qui compte pour les CEO, ce sont les soft skills. Et donc dans l'ordre, on va parler de responsabilité, de proactivité, d'adaptabilité, d'implication, de communication, de vivacité et d'excellence. Yes. Peut-être avant qu'on rentre dans le détail de chacune de ces aptitudes, compétences, c'est plus de mon point de vue des aptitudes. On peut peut-être parler rapidement de ce que les OBM pensent avoir besoin. Et donc, moi, par exemple, quand j'ai les personnes qui veulent rejoindre OBM Squad en appel, eh bien, elles pensent que elles ont besoin de savoir gérer un projet, elles ont besoin de savoir faire des automatisations,
elles ont besoin de maîtriser Notion, ClickUp, Asana ou je ne sais quoi. Tous les outils. Tous les outils, voilà, Make, Zapier et tout ça. Elles ont besoin d'être des brutes en marketing digital, savoir gérer des funnels, des autorépondeurs, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, toutes les compétences au final techniques de l'OBM qui, attention, on n'est pas en train de dire qu'elles sont pas utiles et qu'elles sont pas nécessaires. Là, on est en train de parler de ce que les chefs d'entreprise recherchent. Et donc, bien entendu que c'est pas des compétences inutiles à avoir et à développer avec le temps, mais c'est pas les compétences premières et c'est pas ce sur quoi un chef d'entreprise va décider ou pas de faire appel à vous, en fait. Et donc voilà, bien souvent, c'est ces compétences-là, les compétences techniques. Je pense que ce qui peut-être les induit en erreur, et on en a déjà parlé lors d'un épisode, donc pour ceux qui nous regardent sur YouTube, je vous mettrai le lien là en haut, c'est parce que souvent les CEO, quand ils recrutent et qu'ils font une fiche de poste finalement pour recruter, ils mettent en avant beaucoup ce type de compétences. Et donc je pense qu'il y a voilà, ce problème-là avec ce système de je postule à un poste. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que bien souvent, les entrepreneurs avec qui nous on discute, pardon, ils viennent nous voir nous, parce que bien souvent avant, ils ont fait plein d'annonces de recrutement et ils ont trouvé personne qui correspond au profil qu'ils recherchent, parce que eux-mêmes, au début, ils mettent du temps à bien comprendre qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment, et après avoir essayé quelques profils, ils se rendent compte que non, en fait, je m'en fous que la personne elle connaisse Notion ou qu'elle soit experte, consultante Asana ou qu'elle soit certifiée je ne sais quelle formation OBM ou peu importe, bras droit, peu importe, ce que je veux, au final, c'est très simple. Et c'est les 7 choses dont on va parler aujourd'hui. En tout cas, les 7 choses qu'on a vraiment synthétisées au fur et à mesure de ces discussions. Donc, on peut peut-être commencer par la première. Yes, la première, comme je l'ai dit, c'est la responsabilité. Grosse alors compétence, je sais pas si on peut l'appeler compétence, c'est vraiment, on l'a mis en premier, c'est pas pour rien. C'est vraiment un trait de caractère à développer, parce que je suis convaincue que même si on a tendance à pas être trop responsable, on peut le devenir. Ouais. C'est la qualité, c'est une qualité pour moi première qu'un CEO va rechercher. Vous pouvez pas prétendre être bras droit d'un CEO et fuir vos responsabilités et rejeter la faute de tout ce qui peut se passer sur quelque chose d'extérieur à vous. Encore moins quand vous allez accompagner des chefs d'entreprise qui vont avoir une équipe et où vous allez devoir être leader de cette équipe. C'est ça. Donc c'est vraiment la qualité, plus que compétence, c'est une qualité qu'il faut développer, qu'il faut affûter, parce que c'est la première chose, je pense, qu'un entrepreneur va chercher à détecter chez vous. Ouais, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités et qui se remet en question. Et peu importe, là, on n'est pas en train de parler de est-ce que c'est ouais, mais si c'est pas de ma faute. Ouais, mais en fait, c'est là où on fait la différence entre une personne qui a un caractère de responsabilité absolue et une autre personne qui va rejeter la faute sur le premier venu. On veut vraiment, bien entendu, des fois c'est pas de notre faute, mais on veut pas s'arrêter à ça en disant ok, c'est pas de ma faute, alors c'est pas un problème. Non, qu'est-ce que moi je peux faire? C'est pas de ma faute peut-être, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que je peux faire là pour faire en sorte que la situation ne devienne pas problématique? Et c'est ça vraiment la responsabilité. C'est pas partir du principe que vu que c'est pas de ma faute, alors je fais rien, ou alors je prends pas en charge la solution au problème. Non, là c'est vraiment quelqu'un qui va prendre ses responsabilités vis-à-vis de l'équipe par exemple. Voilà, on peut pas, quand on est manager, quand on est OBM, on peut pas rejeter la faute sur un membre de l'équipe. Ça c'est pas possible. C'est vraiment le principe numéro 1 du management. Tu rejettes pas la faute sur un membre de l'équipe, même si c'est de la faute de la personne. Parce qu'il y a un truc je sais plus qui disait ça, mais il y a une phrase moi qui m'a tout le temps marqué. C'est en gros, tu peux dire une fois c'est de ta faute, une fois c'est pas de ta faute, mais au bout de la deuxième fois en fait c'est ta faute en fait, même si c'est pas de ta faute. Tu vois, c'est ça. Au bout d'un moment, si le problème c'est jamais toi, à force ça devient toi le problème. Parce que t'es manager, t'es en responsabilité. Donc tu peux dire une fois, c'est pas moi le problème, c'est pas de ma faute. Par contre, la deuxième fois, c'est forcément de ta faute. Oui, en tant que manager, de toute façon, s'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui a mal été communiqué, pas été anticipé, et on va y revenir parce que c'est partie des compétences dont on va parler, mais il y a forcément quelque chose qui n'a pas été fait ou qui peut être amélioré. Ouais. Et donc, ça revient à nous en tant que manager. C'est ma responsabilité de l'améliorer, de le changer, de mieux l'anticiper la prochaine fois, de mieux communiquer,
Bref. Ou de supprimer. Parce que si c'est jamais ta faute et c'est tout le temps la faute du même élément dans l'équipe, bah, le fait que cet élément, il soit encore dans l'équipe, c'est ta responsabilité. Donc voilà. Ça, pareil aussi, bah, il y a un point important quand même aussi sur cette histoire de responsabilité, parce que, bah, en tant qu'OBM, on est amené potentiellement à gérer des équipes. Et donc, quand on gère des équipes, bah, on se retrouve bien souvent entre le CEO et l'équipe. Et donc là où il faut pas aussi tomber dans le piège, c'est que pour s'attirer les faveurs de l'équipe, tout rejeter sur la faute du CEO. Ouais. Parce que c'est le parfait exemple de ne pas prendre également ses responsabilités. Donc on est vraiment, c'est pas moi et l'équipe contre le CEO, c'est non. Moi je suis le manager au service déjà du CEO, au service de l'équipe, au service de l'entreprise, et donc moi je suis là pour faire en sorte que tout fonctionne en harmonie. Donc je peux pas être avec ou contre quelqu'un en fait. Donc, et prendre ses responsabilités, ça va dans les deux sens. Ça va de soi vers le chef d'entreprise, vers son client, et de soi vers l'équipe. Donc ça, c'est très important. Et dans les deux sens, il faut assumer ses responsabilités. Ça, c'est la première, on va dire, c'est même pas une compétence, c'est plus un trait de caractère à développer. Ouais, une qualité, ouais. Ensuite, on a la proactivité. Ouais. Et là, c'est paradoxal, parce que celles qui nous écoutent et qui font partie d'OBM Squad, elles vont peut-être bugger là-dessus. Donc la proactivité, par définition, c'est essayer d'anticiper une situation qui pourrait se passer. Et dans OBM Squad, on répète tout le temps, arrêtez d'anticiper des problèmes que vous n'avez pas encore. Et là où c'est vraiment important de faire une distinction, c'est que quand nous on dit ça, on parle de votre business à vous. On parle de votre business en tant qu'OBM. On veut pas anticiper ses propres problèmes à soi, parce que bien souvent, c'est ça qui nous empêche vraiment de faire ce qu'il faut pour développer son entreprise. Oui, pour donner un peu d'exemple, l'une des phrases qu'on entend beaucoup, c'est que nos membres essayent d'anticiper le fait « Ah, mais le jour où j'aurai trop de clients, comment je peux mettre la structure en place parce que le jour où je vais avoir trop de clients à servir ?» Mais pour le moment, t'es pas encore à ce stade. Donc, n'anticipe pas des problèmes que tu n'as pas encore. C'est dans ce sens-là. C'est ça. Parce que, pourquoi on leur répète ça? Parce que elles sont dans une phase où ça sert à rien d'anticiper, parce qu'elles sont là justement pour créer du chaos et pour pouvoir justement, derrière, résoudre des problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent, et c'est ça qui va leur permettre de se développer. Mais là où on dit qu'il faut faire preuve de proactivité, c'est dans le business de vos clients. Parce que dans le business de vos clients, en tant qu'OBM, vous intervenez justement à un moment où l'entrepreneur, il est sorti, ou en tout cas, il veut sortir de cette phase de création, de chaos qui a fait qu'il est arrivé à un certain stade. Et donc là, maintenant, il a besoin de structure, il a besoin de mettre en place des choses, et donc il a besoin de proactivité. Donc le message qu'on veut faire passer là, c'est qu'en tant qu'OBM, vous avez besoin de proactivité pour vos clients, mais pas forcément pour vous. Parce que si vous êtes trop proactif pour vous, vous allez essayer de résoudre des problèmes que vous n'avez pas encore dans votre business, et donc vous allez vous brider. Tandis que pour vos clients qui, eux, ont atteint un certain stade et qui sont sortis de cette première phase de chaos et qui veulent justement apporter plus de structure pour continuer leur croissance, là, ils ont besoin de quelqu'un qui va être proactif, c'est-à-dire qui va aller avec son client dans le futur pour voir là où on veut aller, mais qui va revenir au présent pour planifier justement le chemin vers cette vision du futur. Et donc là, on a besoin de quelqu'un de proactif qui va réfléchir et qui va peut-être anticiper tout ce qui peut se produire pour pouvoir le prévoir. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc là, au quotidien, faut pas se retrouver finalement dans une situation inconfortable, indélicate ou qui pourrait avoir des répercussions sur le chiffre d'affaires dans cette situation d'imprévu. C'est ça. Donc, mais c'est des trucs tout plusieurs scénarios possibles pour se dire si celui-ci se passe pas comme prévu et si ça casse à cet endroit-là, boum, j'ai telle solution de repli qui va me permettre d'être hyper flexible en fait, de passer, boum, on enchaîne sur le plan B. Ok, le plan B à ce niveau-là, il y a de nouveau un couac, boum, j'enchaîne sur le plan C, etc., etc. C'est ça. Un truc tout bête, pour donner un exemple concret, c'est par exemple dans les business dans lesquels les OBM travaillent, on collabore bien souvent avec des freelances. Donc par exemple, je sais pas si votre client il sort des vidéos toutes les semaines et qu'il a un monteur, c'est pas mal d'être proactif et d'avoir un contact d'un deuxième monteur avec qui on sait que si on a besoin, on est capable d'avoir un montage très rapide parce que je sais pas, le premier monteur finalement là cette semaine il est sur un gros projet. Du coup, il est pas dispo. Et vous pouvez pas arriver devant votre client en disant finalement là ta vidéo YouTube elle va pas sortir parce que le monteur en fait il est sur un gros projet et t'es pas dispo. Et c'est pas de ma faute parce que c'est de la faute du monteur. C'est ça, et c'est pas de ma faute parce que c'est la faute du monteur. Voilà, la proactivité. C'est bien votre responsabilité parce que vous n'avez pas fait preuve de proactivité et vous n'avez pas anticipé que cette situation pouvait arriver. C'est ça. Donc voilà un exemple de proactivité. Il y en a plein d'autres des exemples comme ça parce qu'au final c'est ça fait partie du rôle
de l'OBM dont on parlait dans l'épisode précédent. Vu que l'OBM, elle est là pour faire en sorte que la bonne chose soit faite de la bonne façon au bon moment par la bonne personne. Bon, bah, pour faire en sorte que tout ça soit vrai, il faut être quelque part proactif. Donc, deuxième vraiment compétence, je sais même pas si on peut appeler ça comme ça, c'est la proactivité. Et ça nous amène à la troisième au final. Yes, qui est l'adaptabilité. Et effectivement, c'est presque pas une sous-catégorie, mais ça découle de la proactivité, puisque la proactivité, c'est prévoir ce qui peut se passer, et l'adaptabilité, c'est qu'est-ce que je fais si quelque chose ne se passe pas comme prévu. Voilà. Si je me confronte à la situation de ça s'est pas passé comme prévu. Et effectivement, je dirais il y a l'adaptabilité et il y a aussi la rapidité dans laquelle tu vas t'adapter. Parce que ça aussi, c'est hyper important. C'est à quelle vitesse tu vas être, et on en reparlera peut-être avec la vivacité, mais à quelle vitesse tu vas être en mesure de t'adapter et de switcher du coup d'un plan A à un plan B et dans le but en fait d'atteindre le résultat que vous étiez fixé avec votre CEO, avec votre client. Et ça, donc c'est une compétence qui découle directement de la proactivité. Si la proactivité n'a pas été suffisante, il faut que je m'adapte. Donc là, sur l'adaptabilité, il y a plusieurs choses. Déjà, être capable de comprendre rapidement qu'il va falloir s'adapter. Donc, identifier que là, la situation ne s'est pas passée comme prévu. Donc ça, déjà, il y en a qui mettent du temps à comprendre ça. Donc ça, c'est important d'être. Et on va y venir. On peut parler du point suivant parce que ils sont liés. C'est la notion de vivacité. C'est quelqu'un qui va penser vite, il va comprendre vite une situation ou quelque chose aussi que le client lui dit. Donc, pour s'adapter, il faut aussi être vif d'esprit. C'est-à-dire, ok, là, je comprends que ça bloque, je comprends qu'il y a un truc qui va pas, faut que je m'adapte vite. Et donc, tout ça, ça fait partie vraiment des qualités indispensables. Et moi, j'ai un exemple, là, j'ai en tête un entrepreneur, sans doute que les personnes qui nous écoutent connaissent, avec qui je discutais la semaine dernière. Moi, il m'a dit, parce qu'à la question à laquelle je lui posais, alors j'ai plus en tête, c'était ce serait quoi la qualité première de ton OBM. J'ai plus la question sous les yeux que je pose dans ces entretiens, mais c'est quelque chose comme ça. Et lui, il m'a répondu, je veux quelqu'un qui capte vite, qui comprenne quand je lui parle en fait, parce que moi la personne en face, si elle comprend pas, ça va pas le faire et donc ça fait partie de ces qualités indispensables d'être vif d'esprit, ou alors de dire quand on comprend pas, parce qu'il y a rien de pire. Et ça, pour avoir géré des gens dans mon ancienne vie, je peux vous dire qu'il y a rien de pire que de parler à quelqu'un qui fait genre il comprend et puis derrière tu te rends compte dans la réalité qu'il a pas du tout compris ce que tu lui as dit. Donc ça va être vraiment la chose importante, c'est sa capacité vraiment à comprendre ce que l'interlocuteur en face il est en train de te dire. Et je parle même pas des termes techniques, je parle de vraiment comprendre ses attentes, ou alors d'être capable de lui poser les bonnes questions pour vraiment comprendre ses attentes. Parce que des fois, on a affaire à des chefs d'entreprise qui partent dans tous les sens. C'est le propre d'un chef d'entreprise, bien souvent. C'est qu'il a plein d'idées, il pense à plein de choses en même temps, ça fuse, ça part dans tous les sens. Il faut qu'on ait quelqu'un en face qui, attends. Là, tu m'as dit que tu voulais ça, pour faire ça. Ok, c'est bien ça? Donc, ok, on va faire Très ça. important. Comme tu dis, le chef d'entreprise, il part, il a plein d'idées, et en fait, comprenez bien que lui, son schéma de pensée dans sa tête, il le comprend. Il le comprend, mais le transmettre de façon claire à vous, à son bras droit, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Et vous allez vous confronter à des situations où votre client, il va vous exposer quelque chose. Pour lui, vous avez compris. Donc, si vous n'êtes pas dans cette posture d'aller poser des questions pour être sûr que vous êtes au clair sur ce qui s'est dit, quels sont les objectifs et comment est-ce que vous allez les atteindre, c'est dangereux parce que lui, partez du principe, votre client, pour lui, c'est clair. Et il attend de toute façon de vous que vous preniez cette posture pour clarifier les choses, pour être au clair et pour foncer ensuite derrière. Qu'il n'ait pas besoin de vous redire 2-3 fois « Non, mais attends, on s'éloigne de l'objectif. » Non, ça, c'est pas à lui de vous le dire. C'est à vous de prendre cette posture et limite de lui dire « Non, là, tu pars de nouveau avec toutes tes idées. On avait défini qu'on partait dans cette direction. » En gros, si vous sortez de réunion en sachant pas exactement quoi faire, c'est que vous devez prendre vos responsabilités, vous n'avez pas fait votre job d'OBM. Et c'est pas de la faute du client. C'est justement ça qu'attend un client de l'OBM. C'est que, on répète souvent, l'OBM, c'est la personne qui va transformer la vision de l'entrepreneur, en un plan d'action. Donc, quand le client en réunion, en brainstorming, on va dire, il vous donne sa vision et que derrière, vous n'avez pas un plan d'action clair et que vous sortez de là en disant, attends, j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit, c'est de sa faute. C'est simplement que vous faites pas votre job. Puisque c'est ça le job. C'est justement ça le job, c'est d'être capable vraiment, puisque vous, votre cerveau, normalement, si vous voulez devenir OBM, vous avez un cerveau analytique qui va
prendre une information et tout de suite va comprendre, va aller chercher à traduire ça en comment on fait, en un plan d'action. Donc c'est ça votre force. Donc c'est là-dessus qu'il faut capitaliser. Donc vraiment, on va dire la petite astuce, c'est lorsque vous sortez d'une visio ou d'une réunion avec un de vos clients et que vous savez pas exactement quoi faire, bon bah c'est que vous n'avez pas bien fait votre job. La fois d'après, vous allez poser les bonnes questions. Et c'est là qu'il faut pas hésiter à poser des questions. En fait, il y a rien de mal à poser des questions. Je préfère une personne qui va me poser plein de questions, mais à la fin, on est aligné sur le fait que tout est clair, plutôt qu'une personne qui va hocher de la tête, qui va prendre des notes, et puis derrière, dans les faits, je me rends compte qu'elle a rien compris à ce qu'on a dit. Ça, c'est vraiment important. Et ça fait partie, c'est les deux choses, ouais. On est parti de l'adaptabilité, et au final, là, on arrive sur la vivacité. Et la vivacité, c'est vraiment être vif d'esprit, quelqu'un qui pense vite et qui comprend rapidement. Et ça s'apprend aussi, parce que et là, on arrive au point d'après, vous allez apprendre aussi à comprendre comment communique votre client. Ouais. Et donc, le point suivant, c'est la communication. La communication. Ça, c'est vraiment le skills indispensable en tant qu'OBM. Dans les deux sens, du coup. Le CEO va vous communiquer, et c'est peut-être ce point-là qu'on vient de traiter, va vous communiquer des choses, et il va falloir les retranscrire en plan d'action. Donc, être sûr que vous avez bien compris ce qu'il a cherché à vous communiquer. Que le message est passé. Que le message est bien passé, que vous êtes aligné sur ce qui s'est dit. On est sur la bonne fréquence. On en parlait juste avant. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous communiquiez de façon régulière avec votre client pour lui donner, ça peut être juste pour lui donner du feedback sur ce qui se passe, sur ce que vous mettez en place dans son business, pour qu'il n'ait pas besoin, on revient à cette notion aussi de proactivité, pour qu'il n'ait pas besoin de venir vous demander ce qui avance. Si vous communiquez régulièrement, que vous lui faites des points réguliers, nous on conseille à nos clients de faire des weekly focus, des weekly reset, des updates toutes les semaines comme ça sur voilà ce qui a avancé. Si vous le faites avant qu'il vous le demande, il va prendre confiance. Il voit que vous avez bien pris son business en main. Il vous fait confiance. C'est toutes ces petites choses-là qui vont l'amener à avoir confiance en vous. Donc, la communication, elle va vraiment dans les deux sens. Comprendre ce que vous communique votre client et le traduire, et vous anticiper, être proactif sur communiquer les bonnes choses. Je dirais même le peu de choses, de simplifier aussi ce que vous lui communiquez. Vous n'êtes pas obligé de tout lui raconter ce qui s'est passé avec l'équipe. Il s'en fout. Mais voilà, trouver la petite synthèse rapide pour que lui sache ce qui est mis en place et ce qui avance dans son business. C'est ça. Moi, je recommande tout le temps. Alors, je sais pas si elles le font, mais dans BEM Squad, tout le temps, tu m'as entendu plein de fois dire ça. Prenez l'habitude, tous les vendredis, de faire ne serait-ce qu'un mail ou je sais pas, peu importe le canal de communication que vous utilisez avec vos clients. Prenez l'habitude de faire un petit message avec 3 bullet points. Bon voilà ce qui a été fait cette semaine, voilà ce qui a avancé, voilà ce qui n'a pas avancé, voilà sur quoi on va se focaliser la semaine prochaine. Et je vous assure que juste ça, le chef d'entreprise, d'avoir reçu ça avant de partir en week-end, déjà il sait sur quoi vous avez avancé cette semaine. Parce qu'en fait, surtout dans des boîtes en remote, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que le CEO, le chef d'entreprise, il vous paye, mais il sait pas au final ce que vous faites vraiment en fait. Donc si vous communiquez pas sur votre travail, vous pouvez pas lui reprocher que lui il voit pas la valeur de ce que vous faites. Parce que bien souvent le travail que vous allez faire, les résultats sont pas instantanés. Donc si vous avez pas ces updates régulières pour communiquer sur ce que vous faites et sur ce que ça apporte dans le business, vous pouvez pas reprocher à votre client qui ne voit pas la valeur. Donc ça c'est très important. Mettez en place un canal de communication entre vous et votre client avec sans tomber non plus dans le piège de la communication à outrance, c'est-à-dire du WhatsApp ou du Slack ou je sais quel autre outil toute la journée, on s'envoie, tiens, dès que j'ai une idée, dès que je pense à un truc, tu me sers de pense-bête ou de post-it. Mais ça, encore une fois, c'est à vous de prendre la bonne posture et de cadrer et de structurer ce canal de communication en disant, voilà, dans la semaine, on va se parler à tel moment, à tel moment, à tel moment, à tel moment, on va évoquer tel type de sujet, à tel moment, on va brainstormer, à tel moment, on va faire ci, peu importe en fonction de la façon dont vous voulez fonctionner. Et voilà, on va faire en sorte de pas sortir de ce cadre-là parce que c'est largement suffisant. Et vous allez voir que c'est à vous aussi d'éduquer votre client dans ce sens-là, en fait, parce que lui aussi, il faut qu'il sorte de ce rôle d'être dans la réactivité et à chaque fois qu'il a besoin d'un truc, de devoir d'envoyer le message, de machin, ou alors donnez-lui un moyen de le faire sans que ça perturbe votre travail, en fait. Ou l'équipe. Mais oui, de toute façon, quand on met en place ce type de choses, quand on met cette structure en place, de toute façon, ça, naturellement,
ça retire ce mode de communication instantané où on va avoir tendance, comme tu le dis, en fait, c'est juste la personne, elle a envie de poser, ok, j'ai eu l'idée, je veux pas l'oublier, je vais la mettre dans le canal de discussion de tout le monde. Non, si votre client, il sait que tous les vendredis, il va avoir cette update, bah, vous allez l'éduquer petit à petit, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais petit à petit, non, mais ça t'inquiète, ne me demande pas, je te fais un topo vendredi. Il va prendre l'habitude. Je te fais un topo vendredi. À force, il va prendre l'habitude, il va apprécier ça, et par contre, le jour où vous avez pu le faire, il va vous dire, ah, il est où mon topo vendredi? Ouais, c'est ça le pire. Et parce que cette habitude-là, moi, je prenais l'habitude de le faire avant avec mes clients, et je le faisais tous les vendredis. Je faisais un petit rapport, mais vraiment 3 lignes en fait, ça suffit. Un petit rapport à chacun de mes clients. Voilà sur quoi j'ai avancé, voilà ce qu'on a fait, voilà où je bloque si ça bloque, voilà de quoi j'ai besoin de ta part, et on en parle lundi, etc., etc. Et en fait, bah, tu te rends compte que au fur et à mesure des semaines, t'as pas de réponse à ce type de message. Le client, il te répond pas. Donc toi, tu te dis, bah, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou pas? Et puis finalement, le jour où tu le fais pas, ah bah tiens, j'ai pas reçu ton update là vendredi. Il y a un problème. Donc vous voyez, c'est vraiment indispensable. C'est indispensable de mettre en place un canal de communication. La communication, elle est clé. Donc la communication, elle est clé sur 2 choses. Déjà de bien comprendre quelle est la façon dont communique votre client et de vous adapter en fonction de ça. Et la deuxième, c'est de mettre vraiment un canal de communication en place avec votre client en mettant, dans la semaine par exemple, 1 ou 2 points réguliers, une façon de discuter et de communiquer entre nous en dehors de ces points-là, et de prendre le lead là-dessus et de mettre en place vous des façons de fonctionner parce que votre client aujourd'hui il n'en a pas. Donc voilà, la communication c'est une des compétences indispensables. Et là on en est où? On a fait quoi? On a sauté l'implication et il nous reste après l'excellence. On va remettre dans l'ordre. Donc responsabilité, proactivité, adaptabilité, vivacité, communication, et il nous en reste 2. L'avant-dernière, c'est l'implication. L'implication, ouais. Et ça, c'est ce que vraiment les entrepreneurs ils recherchent. Parce que s'ils arrivent au point de faire appel à un ou une OBM, c'est qu'ils en ont marre d'être solo. Donc, ils recherchent un bras droit, ils recherchent un partenaire stratégique. Donc, si vous arrivez en faisant juste ce que vous avez à faire et en envoyant à la fin du mois une facture, ça va pas le faire. Ils ont besoin de sentir que vous êtes vraiment impliqué dans leur business. Et qu'est-ce que ça veut dire être impliqué dans le business? Ça veut dire montrer qu'on réfléchit au sujet d'actualité de l'entreprise, qu'on donne des idées, que même si aujourd'hui je travaille pas forcément pour ce client ou on n'est pas censé se voir, tiens, j'ai vu un truc intéressant, une stratégie ou un truc qu'on pourrait mettre en place, ou j'ai écouté un podcast qui parle d'une problématique qu'on a en ce moment, paf, j'envoie ça à mon client en lui disant, tiens, écoute ce qu'il dit, c'est vachement intéressant. Et ça montre votre implication. On n'est pas là juste pour envoyer une facture à la fin du mois, quoi. Ou il y a un événement important qui arrive dans les prochains mois sur le business de vos clients, est-ce que vous pouvez pas moduler votre planning pour être à ses côtés? Et d'ailleurs, l'implication, ça me permet aussi de faire le pont sur le fait que quand vous devenez OBM, pour les personnes qui évoluent d'assistant virtuel à OBM, vous pouvez plus travailler avec 5, 6, 7, 8 clients comme on le voit chez les assistants virtuels. C'est pas possible d'avoir un niveau d'implication haut avec autant de clients. Quand vous devenez OBM, généralement, après ça dépend bien sûr du champ, du périmètre de vos actions, mais 2, 3 clients maximum. 4 maximum si c'est des petits. Ouais, si c'est des petits. C'est vraiment la limite. Ça va être vraiment le maximum, parce que sans ça, en fait, c'est pas vrai de dire que vous êtes impliqué dans autant de business. Pas possible. C'est pas vrai. C'est déjà difficile d'être impliqué dans un business. Alors, dans 2 ou 3, c'est le challenge justement de l'OBM. Mais plus, c'est pas possible. Moi, des fois, c'est une question que je pose là, lorsque des personnes postulent à notre programme. C'est quand je les ai en appel, je leur pose. Dans l'idéal, tu te vois travailler avec combien de clients? Et des fois, c'est là, moi, je mesure la personne, son niveau de connaissance du rôle d'OBM. Et des fois, j'ai des personnes qui me disent, je sais pas, 8 ou 10. Et là, tout de suite, je vois, non, il va y avoir du boulot, ça, enfin, voilà, je pense que renseigne-toi vraiment sur ce qu'est le rôle d'OBM et après, on pourra rediscuter. Mais voilà. Mais sinon, ce qui revient le plus souvent, les personnes qui sont prêtes et qui ont fait le tour de la question et même qui ont déjà de l'expérience en tant qu'AV ou en tant que chef de projet ou customer care, peu importe, tous les métiers desquels on peut évoluer vers OBM, ils se rendent compte qu'il y a quand même ce niveau d'implication à avoir. Donc 2, 3 clients max, aller au-delà, c'est difficile. Ouais, du coup, je sais pas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette implication? Ça me paraît... ouais, peut-être qu'on en a pas beaucoup parlé, mais sur l'implication, c'est aussi montrer son implication envers l'équipe avec laquelle on travaille. C'est vraiment de penser équipe.
Ouais. Puisque, bon, là, on n'a pas beaucoup parlé, mais parce que c'est pas tout le temps le cas. Des fois, il n'y a pas forcément d'équipe ou de grosse équipe où on gère quelques freelances et bon, c'est pas vraiment, c'est plus des prestataires qu'une équipe. Mais dès qu'il y a une équipe dans le business de vos clients, faut s'impliquer pour que cette équipe elle fonctionne parce que vous êtes le manager, vous êtes l'OBM, donc vous devez être le team leader de cette équipe-là. Donc forcément, pour être le team leader de cette équipe-là, il faut s'impliquer auprès de l'équipe, donc dans le business, mais aussi auprès de l'équipe. Et qu'est-ce que ça veut dire s'impliquer auprès de l'équipe? Ça veut dire comprendre quelles sont les aspirations de chacun, comprendre quelle évolution veut avoir chacun des membres de l'équipe pour pouvoir voir déjà si ça colle avec la vision de l'entreprise et si c'est le cas, de voir comment vous pouvez les accompagner tout au long de cette évolution. Donc vraiment l'OBM, c'est également le team leader et donc il doit penser équipe avant tout et il doit être la personne qui va s'impliquer aussi personnellement auprès des membres de son équipe pour faire en sorte que tout le monde s'épanouit dans son rôle et au sein de l'équipe et au sein de l'entreprise. Donc il y a l'implication dans le business de vos clients par rapport à votre client et le chef d'entreprise, mais il y a aussi l'implication au sein de l'équipe et vraiment prendre le lead sur l'équipe. Yes. Je vais rajouter là-dessus. Il nous reste un point, et non des moindres, qui est l'excellence. L'excellence, la recherche d'excellence, en tout cas. C'est ça, l'envie vraiment intrinsèque, de toujours faire mieux et d'améliorer les choses et de vraiment être là pour apprendre, pour comprendre, plutôt que pour avoir raison. Et ça, c'est vraiment une qualité que recherchent tous les chefs d'entreprise et notamment ceux avec qui ça vaut le coup de travailler. Parce que les autres chefs d'entreprise qui sont pas eux-mêmes dans la maîtrise, qui sont pas eux-mêmes dans l'excellence, est-ce que vous allez vraiment aller loin avec eux? Je suis pas sûr. Mais donc l'excellence, ça veut dire beaucoup de choses, mais vraiment quelque chose qui est important dans cette notion d'excellence, c'est d'avoir ce qu'on appelle une maturité émotionnelle. C'est-à-dire de pas prendre les choses personnellement et de comprendre que lorsque votre client il vous dit quelque chose, alors tout dépend des clients. Oui. En tout cas, les clients avec qui on vous souhaite de travailler, eh bien, quand ils disent quelque chose, c'est pas pour vous personnellement, c'est pour faire grandir toute l'équipe, c'est pour faire grandir l'entreprise. Et bien souvent, quand ils vous disent quelque chose, ils se parlent à eux-mêmes à travers ce qu'ils vous disent. Donc, il faut vraiment avoir ce recul et cette maturité émotionnelle de pas prendre les choses personnellement et de comprendre que la bienveillance, c'est pas de la complaisance. Quand quelqu'un qui est bienveillant avec nous dit quelque chose, des fois, ça peut faire mal, ça peut remettre en question, ça peut parfois même blesser dans son ego. Mais si on est mature émotionnellement, eh bien, on prend ses responsabilités, on s'adapte et surtout, eh bien, on s'améliore. C'est pour ça, je pense que le socle premier, c'est la confiance. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de confiance, de toute façon, un feedback, une remarque, on va forcément le prendre pour nous parce qu'il y a cette confiance qui a été brisée. C'est ça, on va mal interpréter, voilà. Donc à partir du moment, de toute façon, où quand il y a une relation perso, ou là, dans notre sujet, c'est-à-dire avec votre client en tant qu'OBM, quand il n'y a plus de confiance, généralement, c'est le moment de mettre fin à cette collaboration parce que de toute façon, ça ira quand. Et bien souvent, pourquoi il n'y a plus de confiance? Parce qu'il n'y a pas eu un moment de communication. Donc souvent ça vient de communication. C'est comme dans les couples, comme dans les relations perso avec vos amis, avec votre conjoint, etc. La famille, tout ça, c'est qu'à un moment donné, quand on sent qu'on n'est plus aligné et que du coup il y a du ressenti, eh bien c'est qu'à un moment donné la communication elle a été rompue. Donc et c'est là où il faut se remettre en question et faire preuve de responsabilité, de savoir pourquoi la communication a été rompue. Peut-être qu'à un moment donné, moi, j'ai pas suffisamment communiqué. Pas suffisamment écouté. Et j'ai pas suffisamment écouté. Il y a l'écoute dans la communication. Et pas parce que c'est pas le client qui a forcément toujours raison, mais ce qui compte c'est vous, qu'est-ce que vous tirez de cette situation-là? Parce que si vous êtes dans l'excellence justement, vous comprenez que à travers chaque problématique, il y a une opportunité de s'améliorer. Donc on n'est pas là pour essayer d'avoir raison, on est là pour comprendre. Et il faut aussi savoir comprendre des fois que il y a des chefs d'entreprise qui peut-être attendent ces qualités-là, mais eux-mêmes n'en font pas preuve. Et du coup, vous aussi, en ayant la bonne posture de comprendre est-ce que la relation, la collaboration, elle en vaut toujours la peine et de passer à autre chose si vraiment c'est nécessaire. Bon, on a dit pas mal de choses là, je pense. Ouais, épisode complet, je sais pas combien de temps on a parlé, mais voilà, j'espère que c'est un épisode qui vous a été utile, je pense. Parce qu'effectivement, c'est des sujets que je vois nulle part, en tout cas, que personne n'aborde. Tout le monde se concentre sur les hard skills, alors que finalement, les hard skills, on s'en fiche presque. Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on répète souvent. Si on a toutes les compétences qu'on vient d'évoquer, les hard skills, on n'en fait qu'une bouchée, normalement. Si on est proactif, si on s'adapte,
et qu'on est vif et qu'on est dans l'excellence, bon, bah, comprendre comment gérer un projet dans Notion, je t'apprends ça en une nuit, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Il n'y a pas besoin de devenir expert dans la matière. Donc, Mm. si on récapitule, pour vous faire la liste, responsabilité, proactivité, adaptabilité, implication, communication, vivacité, excellence. Focalisez-vous vraiment sur tout ça, sur tous ces sujets-là, et oubliez le reste, parce que c'est tout le reste, c'est pas ça de toute façon que vos clients recherchent. En tout cas, Mm. c'est pas sur ça qu'ils vont vous choisir et qu'ils vont vous garder aussi. Ouais. Et j'insiste sur un point important, c'est bien de savoir tout ça. C'est pas des compétences ou des qualités que vous allez pouvoir dire que vous avez. C'est des Oui, choses qui se démontrent. c'est ça. Comme on aime Très souvent bien. dire à nos membres aussi, c'est show don't tell. Ça Ouais. sert à rien de dire que vous êtes systématiquement dans la recherche de l'excellence, que vous êtes fif, que vous êtes proactif. Démontrez-le. Ça suffit. Montrez-le, c'est ça. Montrez-le, carrément. Bon, bah écoute, c'est quoi le meilleur moyen de développer ses compétences alors? Eh ben, c'est d'après moi en s'entourant de personnes qui développent ces mêmes compétences, qui travaillent avec des clients pour se challenger à développer ces compétences. C'est de faire partie Bah, le d'une plus simple, ouais, c'est de communauté, d'un prendre OBM écosystème Squad. dans lequel et d'OBM Squad, ouais, pourquoi pas. Bon, ok. Bon, on vous met un lien là quelque part dans la description. Et puis, Yes. si vous voulez devenir un ou une meilleure OBM, ou une, pardon, meilleur bras droit, eh bien, On sera on ravis de forme vous les aider. meilleurs de France. Donc, faites-nous signe. Allez, à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.